Professionnel, un grand formateur, le voici, le voilà. Il s'appelle Guillaume Andreu, messieurs, dames. Merci. Bien, tout à l'heure, Paul m'a demandé de vous faire une petite présentation de la partie, je dirais, biochimique des émotions, des croyances, de la pensée. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Je vais un petit peu improviser. Voilà, j'ai souvent l'habitude de procéder comme ça, donc j'ai rien préparé en fait, hein, mais je vais essayer de vous faire une présentation qui soit la plus claire possible. Donc pour cette présentation, ce que je vais vous parler, c'est de la science que j'appelle la science du changement. Parce que je dirais que se gâcher la vie est humain. On a tous l'habitude de se gâcher la vie. Des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Mais arriver à changer les choses, là ça demande un tout petit peu de connaissance et de savoir, et parfois même de science. Alors moi, quand j'étais, pour vous parler un petit peu de mon parcours, quand j'étais plus jeune, j'avais des idéaux, j'avais envie d'être une personne meilleure, d'être quelqu'un qui puisse être à l'aise dans le monde, réaliser ses rêves éventuellement. Sauf que j'avais un caractère, un tempérament plutôt timide, plutôt introverti. Je n'étais pas très à l'aise avec moi-même, et puis du coup, j'étais vraiment pas très à l'aise avec les autres. Les autres me faisaient peur, le regard des autres me faisait peur. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais en tout cas, c'était vraiment mon cas. Et donc, du coup, je ressentais des limites intérieures dans ma capacité à faire des choses, parce que j'étais toujours en train de me préoccuper de savoir ce qu'allaient penser les autres de moi. D'accord ? Et il a fallu, pour que je puisse être là devant vous aujourd'hui, vous parler sur scène, vous présenter une conférence, etc., il a bien fallu que je change des choses. Alors, je pense que si vous êtes là, vous, aujourd'hui, c'est pour ça. C'est que vous avez aussi envie de changer des choses dans votre vie, d'opérer des changements. Que ce soit des changements intérieurs, dans ce que vous êtes, ou que ce soit des changements à l'extérieur de vous. Alors quand je parle de changement intérieur, on s'entend bien sur le fait que l'idée, c'est pas que vous soyez quelqu'un d'autre. L'idée, c'est que vous soyez encore plus vous-même. C'est-à-dire que vous arriviez à changer ce qui vous empêche d'être vous-même et d'être heureux. De mettre à jour, éventuellement, un certain nombre de potentiels ou de qualités que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Alors souvent, quand vous avez un problème, qu'est-ce qui se passe ? Vous racontez une histoire, la plupart du temps. Une histoire sur qui est liée à votre vécu, à tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie, à ce que les autres vous ont dit de la vie, donc ils vous ont conditionné avec ce qu'ils vous ont raconté. Et puis à partir de là, vous vous êtes raconté une histoire à l'intérieur de votre tête. Puisque c'est un peu le rôle de la conscience que de vous permettre d'avoir une continuité, je dirais, d'histoire dans votre vie. C'est-à-dire que ce soit cohérent. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de construire votre identité. C'est quoi l'identité ? C'est ce à quoi vous vous identifiez. Donc tout ce que vous avez fait, toutes les expériences que vous avez eues, vous vous êtes identifié à ces expériences et à partir de là, vous vous racontez des histoires. Le truc, c'est que quand vous vous racontez l'histoire que ça va pas bien et que ça fait un moment que ça dure, vous ressentez le fait que ça ne va pas bien. Vous sentez dans vos tripes. Vous n'avez pas l'impression que vous racontez des histoires. Vous vous dites, c'est vrai, je vais vraiment pas bien. Je ressens que je ne suis pas à l'aise dans telle situation. Je ressens que je n'ai pas confiance en moi dans telle autre situation. Je vois bien que je n'arrive pas à obtenir tel et tel résultat dans ma vie personnelle ou professionnelle. Et tout ça, c'est lié à des ressentis. Et ces ressentis, comme j'ai expliqué dans la conférence, dans la petite présentation de tout à l'heure, ces ressentis par rapport à votre réalité, à ce que vous êtes en train de vivre, font que vous créez des pensées pour vous expliquer ces ressentis. Je ne suis pas bien, et j'essaye de m'expliquer le pourquoi de je ne suis pas bien. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc l'émotion et le ressenti, généralement, vient avant la pensée. Ensuite, ma pensée associée à ce ressenti, le mental associé au ressenti, d'ailleurs ressenti. C'est-à-dire je sens et je ressens, c'est toujours la même chose. Et la pensée associée, donc le mental associé au ressenti ou au senti, ça fait le sentimental. Ce qui veut dire qu'ensuite vous avez un sentiment à l'égard de vous-même et un sentiment à l'égard du monde qui est particulier. Et ce sentiment, c'est en gros la partie concrète, ce que vous ressentez vraiment dans votre corps, qui est lié à vos croyances. Alors c'est pour ça que je parle ici de biologie des croyances.
Alors souvent on dit, quand tu vas pas bien, cette histoire-là que tu te racontes, tu devrais en changer, tu devrais te sentir mieux dans ta vie, etc. Parce que souvent les gens ont tendance à penser que la pensée, justement, c'est quelque chose qui est assez abstrait. Qui pense que la pensée, c'est abstrait? Pas beaucoup de monde finalement, d'accord? Mais on va dire, ouais, mais change tes pensées, tout ça c'est juste lié à tes pensées, il suffit que tu changes ça, et puis ça va aller mieux. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas tout à fait la réalité, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'une pensée n'est pas qu'une pensée. C'est pas juste quelque chose d'abstrait. Alors oui, il y a une part vibratoire et, on va dire, presque énergétique de la pensée, mais à l'intérieur de votre cerveau, tout ça, ça se concrétise et ça se manifeste par de la réalité biochimique. Je dirais même électro-biochimique. Alors tout ça, ça fait quoi? Ça fait que, en gros, quand vous percevez votre monde extérieur, on a vu que vous avez un système nerveux périphérique, avec des sens, vue, ouïe, kinesthésique, etc., et qui vous permet, comme une antenne, en quelque sorte, de capter toutes les informations qui viennent du monde extérieur. Et puis, une fois que ces informations sont captées du monde extérieur, vos sens, au travers du système nerveux périphérique, vont amener de l'information, au travers des cellules nerveuses qu'on appelle des neurones, amener de l'information jusqu'au cœur de votre cerveau, pour que ce cerveau construise la réalité, une réalité, un modèle du monde, dans votre tête. Ça, vous l'avez compris jusqu'à présent, vous l'avez expliqué jusqu'à tout à l'heure au niveau de l'information. Le truc, c'est que vous avez de l'information qui passe, qui est d'abord de l'information électrique, et qui ensuite, chaque neurone, vous savez ce que c'est un neurone, comment c'est constitué? C'est constitué d'un cœur de cellules. Autour, vous avez des dendrites, donc des choses qui vont se connecter à d'autres neurones, à d'autres cellules nerveuses. Vous avez un axone pour les faire passer de l'information, d'accord? Et puis, au bout de ça, vous avez des synapses qui vont aller aussi se connecter, chercher à se connecter à d'autres cellules nerveuses pour faire passer de l'information. Sauf que l'information que font passer ces synapses, elle n'est pas que de l'ordre électrique. Effectivement, il y a un courant électrique qui circule, mais ça se traduit aussi par ce qu'on appelle des neurohormones, ou des neurotransmetteurs, ou encore des neuropeptides. Alors c'est quoi ces choses-là? C'est des petites protéines qui sont fabriquées par le cœur, par le noyau de la cellule nerveuse, et qui ensuite sont transmises et transportent de l'information chimique. Alors ce qui se passe, c'est que dans votre cerveau, vous avez plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend le modèle de MacLean, qui est en trois couches, on va dire, vous avez le premier, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est lié, on va dire, à tout ce qui est réflexe, instinct, survie. D'accord? On a une autre partie du cerveau qui est arrivée avec les mammifères, qu'on appelle le cerveau limbique, donc qui lui est spécialisé dans le traitement de la relation sociale. Enfin, sociale, c'est plus au niveau du reptilien, mais on va dire dans tout ce qui est émotionnel, et surtout le fait de vous permettre d'intégrer, c'est une sorte de bibliothèque d'informations sur toutes les expériences que vous avez passées, qui sont liées à vos pensées, à vos émotions, à vos ressentis, etc. Donc on va dire que c'est le cerveau émotionnel. Et puis derrière, vous avez au-dessus de ça le néocortex, donc la partie qui est arrivée, on va dire, en dernier dans l'évolution de l'homme, qui est une partie très très développée par rapport aux autres mammifères. Et ce néocortex, il y a la partie préfrontale qui est, donc là on va dire néocortex, la partie préfrontale qui, elle, on va dire, pourrait être le siège de la conscience, c'est-à-dire la partie réflexive de l'humain. Ce qui lui permet de se voir, de se comprendre et d'être conscient de lui-même, en quelque sorte. Alors l'idée, c'est que ces trois cerveaux, ils ont bien du mal à communiquer les uns avec les autres. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez une information, par exemple visuelle, qui rentre dans votre cerveau? Elle va d'abord passer par la partie limbique, elle va être traitée, vous allez ressentir des émotions, etc. Elle va être construite dans la partie visuelle, et ensuite elle va être vue par la partie préfrontale. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir tout un circuit qui va se passer. Mais quand vous
vous avez une pensée par rapport à quelque chose que vous voyez à l'extérieur de vous. Par exemple, imaginons que vous voyez quelque chose qui vous fait peur, on vous a parlé du loup quand vous étiez petit. Vous a raconté des histoires avec les loups. Donc vous êtes, je dirais, vous racontez l'histoire que les loups sont dangereux et peuvent éventuellement vous attaquer ou vous agresser si jamais ils vous voient. Vous pouvez même vous dire qu'ils attendent qu'un truc, c'est de pouvoir vous sauter dessus pour vous croquer. D'accord ? Alors le truc, c'est que vous allez voir le loup, vous allez vous représenter le loup, et puis à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? L'information électrique va passer par le système de l'hypothalamus à l'intérieur, donc toute une usine chimique en fait qui se trouve dans le cerveau émotionnel, et qui va transformer vos représentations en molécules biochimiques. C'est-à-dire que l'hypothalamus va transformer la représentation que vous avez du loup, ou l'émotion que vous ressentez quand vous voyez le loup, en un message chimique qui va descendre dans votre corps, qui va être envoyé à d'autres endroits du corps, donc par des systèmes de neurohormones, de neurotransmetteurs, neuropeptides, et qui vont aller nourrir, qui vont aller stimuler les cellules de votre corps pour qu'elles réagissent à cette information. Est-ce que pour l'instant je suis clair ? Une pensée se transforme en information chimique. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est que ces petites protéines ou assemblages de protéines, on en a, je ne sais pas combien, ils en ont identifié plus de 200 différents, en fait, correspondent à un ressenti particulier. C'est-à-dire, c'est un messager particulier qui va aller se rapprocher de la cellule et qui va faire passer une information particulière à la cellule pour qu'elle ait une réaction particulière. Donc imaginons par exemple que le loup vous fasse avoir une réaction de colère. Il peut vous faire avoir une réaction de fuite, c'est-à-dire que vous allez avoir éventuellement des neuropeptides qui vont correspondre à la peur, qui vont aller vers les cellules, et qui vont dire aux cellules « barre-toi, barrez-vous », enfin, agissez de telle et telle façon dans le corps, à tel et tel endroit du corps, pour pouvoir faire courir pour pouvoir vous faire courir et pour vous faire aller loin du loup. Ou alors, vous allez avoir une autre information qui va vous dire plutôt « ok, neuropeptide de la colère », l'idée là c'est de lutter et qui va vous faire sécréter par exemple de l'adrénaline, de la cortisol, vous mettre dans un état de stress pour contracter vos muscles, contracter vos mâchoires, etc. et vous donner de l'énergie pour combattre. D'accord ? Vous connaissez ces principes ? Ok ? Fuite, attaque, inhibition, c'est-à-dire je n'arrive plus à bouger, je suis complètement immobilisé. Ou alors après c'est la manipulation, quand on arrive à manipuler un loup, si on a un bout de viande ou un truc, on le jette là-bas et puis on part de l'autre côté. D'accord ? Mais au départ, les premiers réflexes, c'est fuite, attaque et inhibition. Et l'idée, c'est que donc, cette neuropeptide de colère, elle va aller nourrir la petite cellule, c'est-à-dire qu'elle va arriver, elle va émettre une vibration, c'est-à-dire qu'elle va se comporter d'une certaine façon. Et cette façon de se comporter, la cellule a développé des antennes, les cellules ont développé des antennes pour pouvoir réagir à cette information biochimique, à cette petite neuropeptide-là. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire quand la neuropeptide va se rapprocher de la cellule va sentir cette information vibratoire, elle va se mettre à réagir et tout le corps va se mettre à réagir au même moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir un système, au travers de tous vos tissus conjonctifs, etc., le ressenti que vous allez avoir, la vibration dans laquelle vous allez être, qui est liée à la vibration de ces petites neuropeptides, va se transmettre dans tout le corps et tout votre corps va réagir instantanément. Ok ? Donc il y a l'émotion et vibration. Mais elle n'est pas que vibration, elle est aussi, je dirais, chimique, puisque cette petite neuropeptide, il y a d'autres récepteurs sur la cellule, on va dire comme des petites bouches, qui vont faire que cette neuropeptide va rentrer dans la cellule, va se retrouver dans la cellule va s'en nourrir, puisque comme c'est des protéines, et que la cellule est composée de protéines, elle va se nourrir de ces petites neuropeptides. D'accord ? Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos émotions, les émotions que vous ressentez, sont de la nourriture pour votre corps et pour vos cellules. Ce qui veut dire que vos cellules baignent dans un jus qui est un jus émotionnel, plus ou moins positif, selon la qualité de vie que vous avez et l'état dans lequel vous êtes, en règle générale. Et elles se nourrissent de cette soupe. C'est comme une soupe qu'on donne à manger à nos cellules. D'accord ?
Alors le truc, c'est que quand on ressent une émotion pour la première fois, ou quand on ressent une émotion comme ça fugace, on va ressentir éventuellement de la peur ou de la colère. Bon, ça va pas durer, la colère, le système va se réguler par l'effet de l'homéostasie, etc. Il va y avoir une régulation qui va s'effectuer et on va pouvoir revenir dans un état normal. Si on ressent de la colère pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, 2 journées, ça va commencer à devenir quelque chose qui va changer notre humeur. Vous êtes d'accord? On va être de mauvaise humeur. Et puis si ça commence à durer plusieurs semaines, ça va devenir un tempérament. Il est de tempérament colérique. Et si ça dure des mois, des années, ça va devenir un trait de caractère. Il a ce trait de caractère, il est colérique. Et puis arrivé à un certain âge, vers l'âge de 30, 35, 40 ans, on va dire qu'il est dans son identité, que c'est quelqu'un qui est colérique. Pourquoi? Parce que tout son système, toutes ses cellules sont habituées en permanence à être nourries par la neuropeptide de la colère. Et le truc avec les cellules, c'est que les cellules à l'intérieur du corps, elles peuvent changer. Elles peuvent changer de forme, elles peuvent changer de comportement, puisqu'à l'intérieur des cellules, vous savez qu'on a des chromosomes qui sont faits d'ADN. Cet ADN, il est composé de gènes, et qu'en gros, ces gènes nous font avoir certains comportements par exemple comme ça, ou déterminent la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, de notre peau, mais aussi nos traits de caractère. Vous êtes d'accord avec ça? Sauf que les gènes s'activent et se désactivent. C'est pas définitif. Vous n'avez pas hérité d'un système génétique qui ne bouge plus et vous n'avez pas le choix que d'être comme vous êtes. Vous pouvez changer des choses. Vous pouvez changer des choses, sauf que vos cellules, elles n'ont pas trop envie de changer. Pourquoi? Parce qu'elles se sont accoutumées. Vous avez rendu dépendante à ce que vous avez tendance à vivre, à ressentir et à penser de façon habituelle, de façon récurrente. Donc si vous voulez ressentir autre chose que de la colère, ça va être possible l'espace de quelques instants. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez priver les cellules de votre corps de la nourriture qu'elles attendent, c'est-à-dire les petites neuropeptides qui sont les neuropeptides de la colère. Et à partir de là, il va y avoir quelques petites neuropeptides du bien-être qui vont arriver, les cellules vont changer de comportement, vous allez sentir dans votre corps que vous êtes mieux, mais une fois que vous allez pu être stimulé par l'environnement, par exemple, dans lequel vous êtes maintenant et qui vous rend un petit peu mieux, vous allez vous retrouver dans l'environnement habituel. L'environnement habituel, par l'effet de l'épigénétique, va influencer le comportement de vos cellules, et vos cellules vont demander de nouveau que vous vous mettiez en colère pour avoir de nouveau cette nourriture et se nourrir de ça, de ces neuropeptides-là. Parce que les cellules, c'est quoi? C'est comme des petits êtres vivants, autonomes, mais qui travaillent les unes avec les autres, en collaboration. Et une fois que vous les rendues dépendantes d'une certaine nourriture, elles ne veulent plus en changer. C'est un petit peu comme quand vous êtes habitué à manger du chocolat de façon régulière, et quand on vous dit arrête de manger du chocolat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ne vous sentez pas bien. Il y a une partie de vous qui réclame du chocolat. D'accord? Tout ça, c'est très inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, vos cellules, tout votre corps, en fait, est votre inconscient. C'est-à-dire que si vous avez habitué vos cellules à de la colère, elles vont vous en réclamer, et pour cela, elles vont influencer votre système de pensée. C'est-à-dire que vous allez entendre comme cette petite voix à l'intérieur de vous, là, qui va vous dire, vous allez vous dire, vous, consciemment, avec votre cerveau préfrontal, créatif, tiens, j'ai envie de faire différemment. Alors vous allez vous dire, ouais, bon, allez, ça va. Dans cette situation-là, face à cette personne, d'habitude, je me mets en colère. Cette fois-ci, je reviens du stage PNL Power. J'ai décidé de réagir différemment. D'accord? Sauf que ça, c'est bien, c'est créatif, c'est conscient, mais 95% de votre corps et 95% de l'animal en vous est habitué à réagir par de la colère. Pourquoi? Parce que ça nourrit les cellules. Alors les petites cellules, elles vont vous dire en bas, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête de te sentir bien comme ça. Vous allez entendre, ou de réagir de cette façon-là, vous allez entendre une sorte de petite voix en disant, ouais, mais ça sert à quoi de toute façon que je sois sympa avec lui? Lui, il est toujours comme ci, il réagit comme ça, moi je fais des efforts, mais lui n'en fait pas, tac, 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 tac. Et vous allez retrouver votre état émotionnel habituel. D'accord? Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça peut changer. Donc, moi je pensais que c'était pas possible de changer avant. Quand j'étais... je ne sais plus ce que j'ai fait de ma petite télécommande, mais je vais la retrouver. Quand j'étais plus jeune, j'étais très, très cartésien, je me disais, bon, j'ai des pensées négatives, etc.
je ne vais pas pouvoir changer les choses. Je suis quelqu'un qui est mal à l'aise, je resterai peut-être mal à l'aise toute ma vie. Je suis quelqu'un qui est facilement, qui s'irrite ou qui s'énerve facilement ou qui est facilement impatient dans telle situation, je vais le rester. Vous comprenez? Donc en fait, quand j'avais 20 ans, voilà à quoi je ressemblais. Ah ouais, d'accord. Ok? Donc ce qui explique pourquoi j'étais mal à l'aise. Enfin en tout cas, moi ça m'explique pourquoi j'étais mal à l'aise. Peut-être d'autres personnes se diront, non, pourquoi, il n'y a pas de raison, etc. Mais perso, j'étais pas très à l'aise. Donc pour arriver à me rendre à l'aise avec moi-même, il a fallu que je change des choses. Et pour ça, j'ai utilisé mon système de pensée. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me raconter la même histoire en permanence. J'ai arrêté de me dire, tu es mal à l'aise, tu es timide, tu es ci, tu es ça, et j'ai commencé à utiliser mon cerveau, mon imagination, pour créer une autre réalité. Et au départ, cette réalité, elle me paraissait un peu virtuelle. D'accord ? Alors je pensais aux résultats positifs que je voulais obtenir. C'est-à-dire, je visualisais l'image de moi, intérieure, ce à quoi je voulais ressembler et ce que je voulais être. Ok ? Et je me disais, j'ai envie d'être comme ci, comme ça physiquement, j'ai envie de pouvoir ressentir telle et telle chose, j'ai envie de pouvoir avoir tel et tel type de comportement pour pouvoir réussir ma vie, pour pouvoir être mieux dans ma vie. Ça a été chaud au départ, parce que bien évidemment, j'étais rattrapé par la dépendance de mes cellules à mes anciens comportements, à mes anciens schémas de pensée, à mes anciennes émotions. Et je croyais que j'étais ça, parce que je m'identifiais à ces ressentis-là. Vous comprenez ? J'avais la croyance que j'étais cette personne, parce que tout mon corps s'était habitué à cette chimie intérieure. Et à force de travailler avec des outils de PNL, avec des outils d'hypnose et d'autres outils de changement, j'ai commencé à percevoir, j'ai commencé à ressentir des effets, et j'ai commencé à transformer ma chimie intérieure. Et à partir de là, il y a tout un processus qui se passe dans votre corps, dont vous n'êtes pas conscient, mais même votre ADN, même votre génétique se modifie. C'est-à-dire que vous transformez concrètement dans votre corps un certain nombre de paramètres. Alors avant, on ne le savait pas. Mais maintenant, avec toutes les études qui sont faites en épigénétique, en biologie, en neurobiologie, etc., on sait que quand vous changez votre système de pensée, quand vous adaptez un système de pensée qui vous permet de ressentir différemment le monde et vous ressentir vous-même différemment, vous finissez par transformer réellement votre corps et vos cellules. Il se passe un véritable phénomène de transformation intérieure. Alors oui, ça ne se voit pas, c'est pas flagrant, d'accord ? Vous n'avez pas les cheveux blonds du jour au lendemain, les yeux bleus, etc., etc. Il y a quand même un certain nombre de paramètres génétiques qui vont rester. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, il y a des gens que vous voyez un temps, et puis 2 ans plus tard, vous les voyez, et en fait, ils vous voient comme ça, et ils vous disent « Mais c'est pas possible, tu as changé, il y a quelque chose qui a changé chez toi. » Même des fois, du jour au lendemain, vous voyez une personne, vous avez l'impression qu'elle n'est plus la même. Ça vous le fait ou pas ? Donc c'est pas flagrant, c'est pas quelque chose qui va vous transformer d'une façon flagrante, encore que, il y a certainement des gens qui se sont transformés dans leur vie, même physiquement, au niveau de leurs traits, de leurs rides, de leurs expressions de visage, etc. Mais sans parler du fait que la transformation n'est pas forcément physique d'une façon radicale, il y a un truc qui est sûr, c'est que la chimie intérieure de votre corps, le système nerveux, votre système cellulaire ne fonctionne plus du tout de la même façon. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de votre mental sur votre corps. Votre esprit domine la matière de votre corps. C'est en train d'être prouvé scientifiquement, c'était connu déjà des anciennes traditions hermétiques, on va dire tout ce qui est autour de la religion, de la spiritualité. Il y a un certain nombre de personnes qui parlaient déjà de ça dans plein de traditions différentes, dans plein de choses différentes. Aujourd'hui, la science est en train de prouver que l'esprit et le mental ont un réel pouvoir sur le corps. Donc tous les exercices que vous allez faire et que vous faites de préparation mentale, etc., sont destinés à changer votre chimie intérieure, la réaction, je dirais, le comportement cellulaire par rapport à par le biais de votre ADN et des gènes qui s'activent, qui se désactivent comme des interrupteurs à l'intérieur de vous, pour vous transformer réellement en la personne que vous avez envie de devenir. C'est comme si vous aviez un ADN avec des gènes, très peu de gènes activés, ou alors seulement ceux du manque de confiance, de la colère,
etc., enfin des problèmes que vous avez, et qu'à un moment donné, vous désactiviez ces gènes pour en activer d'autres qui ouvrent à d'autres potentiels, à d'autres réactions possibles, à d'autres sentiments possibles. Donc là, je vais vous faire une petite expérience pour conclure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? En sachant que... Oui. Moi, j'aurais juste une question. Comment les cellules font pour... Comment les cellules font pour influer finalement sur notre comportement? Alors, en fait, c'est un truc, je comprends ta question, c'est un truc assez évident. Ton comportement est l'aboutissement de réactions cellulaires. C'est-à-dire que quand je fais ça, c'est toutes les cellules de mon corps qui se sont mis à avoir un comportement particulier pour que je le fasse. Les cellules de mes os, les cellules de mes muscles, les cellules de mes nerfs, la totalité des cellules de mon corps se sont mises à se comporter d'une certaine façon, les unes derrière les autres, à une vitesse qui dépasse notre entendement, de façon à ce que mon mouvement s'opère. Vous n'êtes que un agglomérat, on va dire, un ensemble de cellules, d'accord? Tout votre corps est composé d'ensemble de cellules. C'est des petits organismes unicellulaires qui cohabitent les uns avec les autres, coopèrent les uns avec les autres, de façon à ce que toute la machine fonctionne. Donc chaque cellule a son rôle à jouer, va avoir un comportement comme ci, ou défensif, elle va se rétracter sur elle-même, ou expansif, ou de croissance pour pouvoir se nourrir de l'environnement et agir avec l'environnement de façon positive. Et tout ça, alors c'est un petit peu compliqué, j'ai pas le temps là, comme ça, en l'espace d'une demi-heure de vous expliquer, ou 3/4 d'heure de vous expliquer tout ça. Mais en tout cas, sachez que le système, parce que c'est un peu ça le résumé de cette intervention, c'est que vos croyances, qui sont constituées de vos pensées, de vos sentiments, et qui influencent vos comportements, votre façon d'être, votre façon de vous sentir, vos états internes, ont une réalité biochimique, et que cette réalité biochimique peut être changée, et qu'à partir de là, vous avez une véritable transformation qui se fait à l'intérieur de vous-même. Donc chaque pensée que vous avez influence votre corps. Si vous avez une pensée récurrente de vous, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis fatigué, vous allez peut-être finir par avoir une maladie chronique autour de la fatigue. Si vous êtes dans une pensée de je rejette le monde, je rejette le monde, je rejette le monde, vous allez peut-être finir par avoir une maladie de peau, type herpès ou psoriasis, etc. Parce que vous êtes en rejet du monde et que ça va se manifester dans vos cellules. Vous créez vos maladies. Vous savez que la plupart des maladies sont psychosomatiques. Vous connaissez ça? D'accord? Votre pensée influence votre corps, même le domine. Oui? J'ai une question. Donc j'ai bien compris qu'il y a une certaine dépendance. J'ai bien compris qu'il y a une certaine dépendance physiologique à un schéma de pensée. Donc c'est aussi difficile que d'arrêter la clope, peut-être. J'ai arrêté la clope il y a 2 semaines. Bravo, félicitations. Parce que je me suis levé le matin, la veille au soir, je me suis dit, tiens, je me raconte que je suis fumeur. Je me raconte l'histoire depuis un certain temps que je suis fumeur. Demain matin, je vais me raconter l'histoire que je suis non-fumeur. Je me suis levé le lendemain matin, et dans mon dialogue interne, le dialogue qui me disait tu es fumeur, j'ai changé ce dialogue interne, et quand c'est bien, non, tu es non-fumeur, tu n'as pas besoin de cigarette, tu vas respirer librement, etc., etc. Et j'ai arrêté de fumer comme ça il y a 15 jours, sans séance, sans rien. Ma question est, est-ce que tu as mesuré, tu es dans cette science du changement, est-ce que tu as pu mesurer le temps qu'il faut pour justement perdre l'habitude de penser, organiser? Alors, honnêtement, je ne peux pas vous répondre d'une façon scientifique. De toute façon, je ne suis pas un scientifique. Hein. Je ne suis que quelqu'un qui va chercher des informations dans différentes disciplines et essayer de les regrouper pour expliquer comment fonctionne le changement et pourquoi la PNL et l'hypnose et d'autres techniques fonctionnent sur nous, d'accord? Et sont efficaces. Toutefois, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que pour changer mon identité, c'est-à-dire de l'époque où j'étais vendeur il y a 7 ans, et où je me disais, jamais tu pourras faire le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, j'imaginais pas que ce soit possible, parce que j'étais vendeur. Donc je n'imaginais pas monter sur scène, raconter des trucs, et être dans le changement comportemental ou cognitif, etc. Je n'imaginais pas ça. Pour qu'aujourd'hui, je me lève le matin en me disant, je suis cette personne, je suis coach, je suis formateur, je fais des conférences, et que je n'ai aucun doute là-dessus, il m'a fallu quasiment 5 à 6 ans. 5 à 6 ans pour changer d'identité. Ça veut dire, pour que les informations qui sont dans votre matière grise en surface de votre cerveau finissent par creuser des sillons neuronaux, renforcer des structures neuronales qui vont jusqu'au tronc cérébral et qui s'intègrent à l'intérieur et qui soient vraiment renforcées et qui fassent que ça devienne votre identité.
C'est-à-dire des feuilles qui bougent, ça passe par les branches et ça rentre dans le tronc. Et une fois que c'est dans le tronc, vous êtes ça. Mais ça peut prendre peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi je sais que ça a pris quasiment 5 ans pour que ce soit comme ça. Après il y a des changements comportementaux qui peuvent être radicaux, il y a des changements... parce que c'est d'autres types de changements et vous êtes déjà prêt, le corps est déjà prêt. Moi certainement que quand j'ai arrêté de fumer, j'étais déjà prêt. Ça faisait un moment que quand j'allumais une cigarette, je ne me sentais pas bien avec le fait d'allumer une cigarette. Je le faisais en me disant c'est pas grave, t'en fumes pas beaucoup dans la journée, mais j'étais pas à l'aise, d'accord? Mais à un moment donné, j'étais prêt et cette transformation, intérieurement, j'étais déjà non-fumeur. Je commençais déjà à me dire que j'étais non-fumeur. Et à un moment donné, je me suis dit bon, arrête de te raconter l'histoire que tu ne peux pas arrêter, raconte-toi l'histoire que tu arrêtes. Et je me suis raconté une histoire différente et ça fonctionne. Donc ça veut dire que concrètement, il faut accepter quand même le balancement d'un état à un autre continuel pendant 5-6 ans. Eh bien, il faut surtout ne pas écouter l'inconscient qui va résister au changement. L'inconscient, c'est l'animal, c'est le corps, c'est les cellules, c'est tout ça, c'est tout l'ensemble de votre être. D'accord ? Votre cavalier, celui qui est... Alors je dirais, imaginez l'inconscient comme un gros éléphant. Énorme, d'accord ? Avec des grosses défenses. Et qui va bouger à son rythme tout doucement. Et le cavalier qui lui est dessus, qui a des ambitions, qui a envie d'aller là-bas, de changer, de faire ci, de faire ça, et qui va avoir bien du mal à manipuler l'éléphant si jamais il ne l'écoute pas et qu'il n'est pas à son écoute. Donc vous, c'est pareil. Votre cerveau, votre conscience a envie de changer, espère, se projette dans un idéal qui va activer un circuit de la récompense dans votre cerveau, ce qu'on appelle le circuit dopaminergique. Vous allez stimuler les neurotransmetteurs, la dopamine, qui va vous donner envie d'agir et qui va ensuite vous permettre, avec la sérotonine, de ressentir du plaisir et du bien-être. Mais en gros, vous allez vous projeter dans un objectif pour pouvoir atteindre un résultat qui vous fait du bien, mais sauf que votre corps, lui, il va résister à ce changement. Pourquoi ? Parce que ce nouvel environnement ou cette nouvelle situation dans laquelle vous allez être bientôt va faire que le corps ne va plus pouvoir se nourrir des mêmes neuropeptides qu'avant. Et donc il va être obligé de changer, chaque cellule va être obligée de changer les récepteurs des neuropeptides, c'est-à-dire les petites bouches, pour changer son alimentation. Donc ça demande un effort. Et le corps, lui, il n'a pas envie de faire des efforts. Il a juste envie de garder la situation dans laquelle il se trouve et de préserver ça. Même si c'est toxique. Parce que les cellules n'ont pas conscience qu'une neuropeptide de colère, c'est plus nocif pour elles qu'une neuropeptide de bien-être. Elles ne réfléchissent pas, les cellules. Elles se nourrissent, elles développent des récepteurs, elles se démultiplient, elles deviennent des cellules qui vont manger essentiellement de la colère, mais elles n'ont pas conscience que c'est pas bien pour la santé de l'individu. Quand vous, par exemple, vous fumez des cigarettes ou vous mangez du chocolat, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, quand je mange du chocolat ou de la cigarette, je suis nocif pour la société. » Vous n'avez pas cette conscience-là. Vous ne dites pas « Mon comportement personnel est nocif pour l'ensemble de la société. » Il y en a certains qui essayent d'avoir cette conscience, mais pas tous. Les cellules, c'est pareil. La cellule de la main, elle n'a pas conscience que son comportement peut être nocif pour l'ensemble du corps. Elle s'en fiche, elle continue de se comporter avec ses habitudes. Mais ça se change, les habitudes. Vous pouvez changer la chimie de votre corps, vous pouvez changer tout ce que vous êtes à l'intérieur. Maintenant, on le sait, comme je vous dis, avec les recherches qui sont faites en neurobiologie, en nouvelle biologie, en neurosciences, etc. Alors je vais juste vous faire une petite démonstration pour conclure cette petite présentation, qui a été un peu plus longue que prévu, mais une démonstration pour vous montrer que votre esprit a de l'impact sur votre corps. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cette démonstration, mais je vais vous la faire faire. L'idée, c'est que vous allez faire bouger votre corps. Ok, c'est bon ? Ok, vous connaissez le principe de la main ? J'ai déjà fait faire cette expérience ? Ok, non. Bon, apparemment, pour la plupart, vous n'êtes pas au courant. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre vos deux mains, comme ça, et de les mettre en regardant avec la ride qui est ici, là, le pli qui est ici. En gros, de mettre ces deux plis l'un contre l'autre. Et ensuite de plier vos mains comme ça, enfin de les plier, de les aplatir l'une sur l'autre. Ça, c'est mon téléphone. Génial. Voilà. Donc de les aplatir l'une contre l'autre et de vérifier si elles sont de la même longueur ou s'il y a une des deux mains qui est plus longue que l'autre. Attendez, excusez-moi. Il intervenir à 15h, donc il y a Non, c'est une fin de séance, 15h15.
Ok. Alors, on va donc reprendre les mains, comme ça, hop, on va les mettre ici, et vous allez regarder s'il y a une main qui est plus longue que l'autre. Si les deux mains sont de la même longueur, vous prenez n'importe quelle des deux mains, ça n'a pas d'importance. Si vous avez une main qui est plus courte que l'autre, vous allez prendre la main la plus courte et la mettre devant vous. D'accord? Donc pour moi, on va dire que c'est celle-ci. Vous allez regarder cette main, et vous allez vraiment créer une relation intime avec cette main. D'accord? Bon, si c'est pas déjà fait. Mais ça, je ne veux pas le savoir. Ok? Vous allez juste la regarder droit dans les yeux, cette main. Et vous allez lui parler comme ça, de façon à ce que votre voix, vous sentiez la vibration de votre voix et du son de votre voix dans la main. D'accord? Et surtout, n'ayez pas peur du ridicule. Ok? Non, c'est important. Moi, je préfère être ridicule et évoluer que paraître un mec cool et ne pas évoluer et rester dans une situation qui ne bouge pas. Ok? Donc, je vous propose de faire la même chose, c'est-à-dire de regarder votre main, et là on va dire à la main grandis. Ok? Mais on va vraiment lui donner l'ordre de grandir. C'est parti? Allez, grandis, 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 grandis. C'est la main qu'il faut regarder. Grandis. Regardez la main, grandis, grandis, grandis. Alors vous regardez, vous prenez vos deux mains, vous les serrez l'une contre l'autre et vous regardez la différence. Ok, qui a la main qui a grandi? Ok, alors on va le refaire. On refait une deuxième fois. Attention, elle va grandir encore. C'est parti? Et là, cette fois-ci, je veux vraiment que vous soyez centrés sur votre main, focus, et vous donnez une affirmation, vous affirmez les choses. Ok? Faut y croire vraiment. Hein. Voilà. Donc c'est parti. Grandis, 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 grandis. Allez, on reprend, on regarde. Ok, la main a grandi pour la plupart d'entre vous. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre la même main. Regardez votre pied droit, fait la même chose. Ça marche avec le... Ouais, ça marche avec les pieds. Ça marche avec le... Je précise, non. Grandis, grandis. Ça marche avec les muscles, pas avec les corps canins. Alors, l'idée c'est, maintenant on va reprendre la même main, on va la mettre en face. Et maintenant on va dire, redeviens normal. Allez, c'est parti. Redeviens normal. Redeviens normal. Redeviens normal. Redeviens normal. Plus fort, plus affirmé. Redeviens normal. Redeviens normal. Redeviens normal. Allez-y, regardez. Alors, pour qui elle est redevenue normale? Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dernière petite expérience. On va lui dire réduit. Allez, c'est parti. Vous reprenez la même main et vous dites réduit, 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 réduit. Maintenant, vous regardez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce n'est pas une blague. Vos cellules répondent juste de façon tout à fait naturelle aux ordres que vous leur donnez. D'accord? Alors, quand vous arrivez le matin, que vous vous mettez devant la glace, et que soit vous vous trouvez trop gros, soit vous vous trouvez trop moche, parce que j'imagine que ça arrive à la plupart d'entre nous, pour une raison quelconque, hein, on peut tous avoir ma coupe de cheveux, ou machin, enfin bref, peu importe. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez dans la glace, qu'est-ce que vous faites? Première chose que vous vous dites, c'est quoi? Hein? Imaginons que vous ayez trop de poids. Imaginons que vous ayez trop de poids. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes devant la glace? Comment? Je suis gros. D'accord, je suis gros. Alors imaginez que vous le faites le matin et vous le faites l'après-midi. 2 fois, d'accord? Et imaginez que vous le faites pendant 30 jours. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir le temps. Je vais vous demander de me dire 60 fois d'affilée, je suis gros, je suis gros, je suis gros. Bah, pourquoi? Bah, vous le faites tous les jours, pourquoi vous voulez pas qu'on le fasse d'un coup? On va se faire un mois, comme ça on va gagner du temps. En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous donnez l'ordre à votre corps, lui il sait pas. Vous pensez faire une constatation. Vous n'êtes pas content, vous êtes frustré, alors vous dites, vous n'êtes pas plus focalisé sur votre frustration que sur votre ambition d'être mince. Alors qu'est-ce que vous dites? Ah ben non, je suis gros, je suis trop gros. Sauf que votre corps, lui, il n'entend pas, il ne fait pas la différence de le constat que vous êtes en train de faire. Il s'en fiche du constat que vous êtes en train de faire. Lui, ce qu'il se dit, en gros, c'est je suis gros, ok.
Bon, ben on est gros alors. Alors il va tout mettre en place pour que vous restiez gros. Alors maintenant, si je vous propose de choisir une chose, une problématique que vous avez, manque de confiance, être trop gros, être pas assez ci, pas assez ça, etc. Et je vous propose d'imaginer l'inverse de ça, l'affirmation tout à fait inverse, du type je suis mince, j'ai confiance en moi, etc. Ok ? Vous avez tous quelque chose en tête ? Un truc que vous vous dites qui ne va pas et que vous aimeriez dire l'inverse ? Alors vous allez fermer vos yeux et vous allez vous dire dans votre esprit l'inverse de ce que vous croyez ou de ce que vous vous racontez habituellement. Et vous allez le répéter plusieurs fois, au moins 10 fois. Par exemple, j'ai confiance, je suis mince, je suis beau, je suis intelligent, je suis ce que vous voulez. D'accord ? Répétez 10 fois cette chose. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit retour sur ce que ça lui fait quand il se dit l'inverse de ce qu'il pense, habituellement ? Oui ? Ça n'a pas l'air sincère, quoi. Hein ? Il y a une énergie différente qui circule. Ouais, mais ça Ça n'a pas l'air sincère. n'a pas l'air sincère. C'est pas congruent. Ce qu'on appelle la congruence en PNL, on vous a parlé dans la communication. C'est-à-dire que votre esprit se dit, attends, tu es en train de te dire un truc auquel tu ne crois pas. Ça ne marche pas. Il y a à l'intérieur de vous un frein, quelque chose qui résiste. Je ne peux pas me dire que je suis mince alors que je me trouve gros. Je ne peux pas me dire que j'ai confiance alors que j'ai le sentiment de ne pas avoir confiance. Alors essayez une autre phrase. De plus en plus, ou alors j'ai de plus en plus confiance en moi. Je suis de plus en plus mince. Je suis de plus en plus beau. Je suis de plus en plus intelligent. Je suis de plus en plus à l'aise avec les personnes. Donc allez-y en vous disant je suis de plus en plus. D'accord ? Vous pouvez même rajouter de jour en jour, je suis de plus en plus comme ça. Ok ? Et répétez 10 fois la même chose en vous disant je suis de plus en plus comme ça. De jour en jour, de semaine en semaine, je suis de plus en plus comme ça. Répétez-le, encore. Parce que là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a certaines personnes qui ont envie de s'arrêter de se le répéter. Pourquoi ? Parce qu'il y a les petites cellules du corps qui n'ont pas du tout envie que vous changiez vos habitudes. Elles ont envie de se nourrir de la même soupe neurochimique que d'habitude. Alors vous sentez de la résistance. Vous sentez que votre esprit vous emmène ailleurs. Vous dites, ouais, mais ça sert à quoi que je me raconte ça ? Ouais, enfin, ça y est, je l'ai dit 10 fois, ça devrait suffire. Et bref, vous racontez toute une histoire pour éviter de changer. Ok. Pour qui ça a changé quelque chose de se dire, je suis de plus en plus comme ça ? Pour qui ça a paru plus simple ou plus facile ? Ok. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas contrarier l'animal. Ok ? Ne contrariez pas l'inconscient ou l'animal. Coopérez. Et laissez le temps à l'animal de changer. Laissez le temps à l'inconscient de changer, de se transformer. De trouver de l'intérêt à changer. Et de sentir qu'il peut changer un automatisme qui habituellement est fait pour votre survie, de façon à vous faire aller vers autre chose de nouveau et qui se sente en sécurité, que ça lui permette d'élargir sa zone de confort tranquillement. Parce que plus vous êtes radical, plus vous essayez d'y aller de façon autoritaire et d'aller contre, vous allez rentrer en conflit avec des parties de vous-même qui cherchent à vous défendre d'une autre façon. D'accord ? Donc pour résumer cette petite intervention, vous pouvez changer, mais vous pouvez vraiment changer à condition d'utiliser les bons processus, les bonnes façons de penser, les bonnes façons de gérer votre mental, vos émotions et vos comportements. Et le changement n'est pas que quelque chose qui est comme ça subtil et juste une pensée, c'est quelque chose qui va s'ancrer, qui va s'incarner. Vous allez devenir véritablement, physiologiquement parlant, biologiquement parlant, cette nouvelle personne. Donc je vous souhaite de devenir la personne que vous avez envie d'être. Merci. Monsieur dames, Guillaume Andreu. J'ai pas tellement... Je crois qu'on peut l'applaudir beaucoup plus fort que ça. Respect pour ton chemin, Guillaume.